Dans cette vidéo, je réponds à vos questions sur ma série dédiée à Chiron. Avant de commencer, je voudrais repréciser ma démarche pour éviter toute confusion sur mes propositions. Aujourd'hui, dans mes transmissions, je ne pars plus des livres, mais de l'expérience brute. Au cabinet, depuis plusieurs années, j'observe des vies, des souffrances, des blocages. C'est ensuite que je fais le lien avec les théories ou l'astrologie. Pour moi, l'astrologie n'est plus une théorie abstraite, c'est un outil de corrélation. C'est cette méthode qui m'a permis d'identifier Chiron, non pas comme une simple blessure, mais comme une véritable névrose culturelle. Un schéma de dépendance qui nous emprisonne toutes et tous, sans exception. Mon travail n'est alors pas de vous enfermer dans des cases ou de créer de nouvelles théories. Mon but, c'est de trouver surtout des résolutions concrètes à vos problématiques. Contrairement à une certaine vision du passé qui nous condamnait à rester névrosés à vie, je suis convaincue, et je le vois chaque jour au cabinet, qu'on peut sortir de nos schémas conditionnés. Mais pour cela, il faut comprendre que notre souffrance est aussi le fruit de notre culture. En changeant notre propre structure, nous pourrons commencer ensemble à réparer les fondements de notre monde. Pour le dire encore autrement, mon approche repose sur 3 principes simples. 1. L'expérience avant la théorie. Je ne cherche pas à faire coller vos vies à des concepts théoriques, qu'ils soient psychologiques, universitaires ou astrologiques. Je pars de ce que je vois en consultation sur le terrain, à la rencontre directe de l'altérité. La théorie est à mon service et non l'inverse. 2. L'astrologie comme pont. C'est mon outil de débroussaillage, comme je disais, de corrélation. C'est en observant mes patients que j'ai compris que Chiron était le nom de notre névrose collective. Cette tendance à rester l'enfant blessé qui attend d'être sauvé. Je l'ai dit, nous sommes toutes et tous concernés par ces mécanismes. 3. La résolution plutôt que le diagnostic. Je ne suis absolument pas là pour vous mettre dans une case, ça ne m'intéresse pas. Mon travail vise la sortie de nos schémas, et donc des cases. Je crois fermement que la conscience et la volonté peuvent nous permettre de briser les cycles de notre culture malade. C'est un pari. Ce que je vous propose comme objectif, mais c'est à vous de choisir votre objectif bien sûr, c'est de modifier vos comportements, vos récits, vos positionnements, pour ensuite pouvoir créer du commun et pouvoir vivre ensemble. L'objectif est donc clair, pour moi en tout cas, soigner l'individu pour, au bout du compte, cesser de nourrir une culture qui nous rend malades. C'est en tout cas mon humble proposition, mon humble participation pour œuvrer à une forme d'individuation collective. Car il ne sert à rien d'être heureux et libre seul dans son coin. Pour ceux qui ont la ref, happiness only real when shared. Voilà, maintenant je vais prendre vos questions posées en commentaire et je vais tenter d'y répondre une à une en essayant de ne pas trop m'éparpiller. Je remarque autour de moi et également en moi-même que l'on vit une crise avec nos parents autour des 13 ans et demi. Est-ce le carré de Saturne ? Alors non, ce n'est pas le carré, c'est l'opposition de Saturne autour de 13-14 ans. Le carré de Saturne, il arrive plutôt vers 7 ans. 13-14 ans, c'est aussi la fin d'une deuxième septaine pour celles et ceux qui étudient ces cyclicités. En gros, la première septaine, donc jusqu'à 7 ans, correspond au stade de l'imitation, puis de 7 à 14 ans, on va rentrer dans le stade des relations sociales où l'individu va s'imprégner des pensées des autres, donc des personnes qu'il croise, et ça c'est sur un stade, on va dire, mercurien. Cet âge que tu mentionnes correspond à la fin de ce deuxième stade, selon cette théorie, pour laisser place aux relations sentimentales et donc à un autre type de quête relationnelle, de type cette fois vénusien. Donc à partir de cette troisième septaine, là, qui commence à 14 ans, les individus adolescents commencent à prendre des initiatives, mais sans la maturité de l'expérience. Ils ont donc Saturne en opposition à leur Saturne, donc on a le sentiment à cet âge-là de savoir plein de choses, d'être en maîtrise, alors qu'en vérité on subit le miroir saturnien, et c'est insupportable à 13-14 ans de se rendre compte que l'on est encore jeune et que, contrairement à ce que l'on ressent en soi, en fait on ne sait pas encore grand-chose de la vie. Tout ça, ça mène immanquablement à des crises relationnelles et les premiers référents étant les parents, c'est par là que commencent les premiers tests d'affirmation, ce qu'on appelle dans le langage courant la fameuse crise d'ado.
Si on rajoute Chiron dans l'équation, tout va dépendre d'où il se situe à ce moment charnière de l'existence, mais ça peut coïncider avec le moment de ce que j'ai appelé l'épreuve initiatique, que j'identifie donc pour ma part comme le moment de la première opposition de Chiron à sa position natale. Aussi, est-ce Saturne, les nœuds, Chiron ou Lilith qui ponctuent les crises de vie de l'enfance? Perso, j'ai du mal à percevoir les nœuds lunaires et Lilith comme signifiants. Je comprends mieux l'impact de Chiron, mais les nœuds et la Lilith peu, surtout dans un cadre événementiel. Est-ce seulement pour forger nos personnalités? Alors, Lilith, en effet, pour moi, elle n'a pas d'impact événementiel à proprement parler. On ne va pas vivre un événement ou une expérience à cause d'eux ou lié à Lilith. À Chiron et aux nœuds, en revanche, oui. Donc tout part de Chiron pour moi, puis va s'étendre vers les nœuds. Une fois qu'on prend conscience de comment fonctionne Chiron chez nous, c'est-à-dire donc de notre névrose, c'est la lune noire, Lilith, qui prend le relais, c'est-à-dire le vide en nous. Mais certainement pas dans un cadre événementiel. Il n'y a pas de date, en fait, avec la lune noire. Alors, la lune noire, enfin, pour être plus précise, les lunes noires sont du domaine du pur ressenti intérieur. Ce n'est pas non plus en lien avec nos personnalités. À vrai dire, je crois que ça dépasse toutes ces notions. Si je devais me risquer à l'instant à une explication simpliste, je dirais que les lunes noires, c'est ce qu'il reste précisément une fois qu'il n'y a plus d'ego. Donc plus d'identité, plus de personnalité. Plus de récit, en fait. Mais j'y reviendrai plus tard sur tout ça pour préciser. Déjà, c'est important, pour ne pas dire absolument nécessaire, de bien comprendre ce que représente Chiron. Car ce que je comprends de nos fonctionnements actuellement, c'est que si on passe à l'exploration de ce trou noir des lunes noires en nous, sans avoir mis de la conscience sur Chiron au préalable, on prend le risque de tomber dans la perversion. Et c'est ce qu'on observe justement dans la société occidentale en ce moment. Pour ce qui est des nœuds lunaires, alors oui, par contre, moi j'observe qu'ils ont un impact événementiel. Par exemple, l'exemple que je donne toujours pour illustrer ce fait, c'est la rencontre avec mon mari. Mon mari, je l'ai rencontré au moment exact où le nœud nord était sur mon Mars natal et sur sa Vénus natale. Donc ça, je trouve, ça s'invente pas. Mais ils n'ont pas grand intérêt, les nœuds lunaires, à être étudiés si on ne prend pas en compte la blessure chironienne. Car c'est cette blessure, cette névrose, qui est remise en jeu la plupart du temps lors des principaux transits des nœuds lunaires. Aussi finalement, est-ce une fatalité de vivre ces cycles planétaires? Absolument pas. En tout cas, c'est mon positionnement, je suis assez ferme là-dessus. Je suis contente d'ailleurs que quelqu'un me pose la question, car en partageant une théorisation comme je le fais là sur Chiron, le risque, c'est justement que vous pensiez que tout est écrit d'avance. Or, je ne crois absolument pas à ça. Je suis vraiment pas déterministe. Et je pense d'ailleurs que c'est l'un des premiers leurres duquel les personnes qui étudient l'astrologie devraient se débarrasser pour continuer simplement à évoluer. On ne peut pas prédire l'avenir. On peut imaginer plusieurs scénarios, plusieurs tendances ou colorations, plusieurs probabilités, mais les chances sont vraiment extrêmement faibles que l'on puisse avoir tous les détails en main pour savoir avec précision ce qui va advenir. Pour moi, vraiment, l'astrologie, ce n'est pas un outil de voyance. Je suis uranienne, vous le savez, pour la plupart maintenant, et pour moi, il n'y a rien de plus important que la liberté. Je soutiens donc que nous sommes toutes et tous responsables de notre vie, de notre existence, mais nous sommes malgré tout enfermés, qu'on le veuille ou non, dans une culture et un collectif avec lequel nous devons vivre, dealer et en partie nous soumettre. Si fatalité il y a, de mon point de vue, c'est à cet endroit précis que ça se situe, et non pas dans un devenir événementiel individuel. La fatalité des cycles, pour moi, elle réside davantage dans le fait d'un certain conservatisme qui va refuser de changer les choses et qui va faire en sorte qu'elles se répètent encore et encore dans une cyclicité humaine un peu catastrophique. Je suis profondément convaincue, mais je peux me tromper bien sûr, qu'il est possible de mettre un terme à ces répétitions, et c'est précisément ce à quoi je propose de tenter d'aboutir déjà sur le plan individuel en se sortant de nos propres schémas de répétition. Et alors Bettinine a demandé, est-ce que le transfert est l'équivalent du processus dit de l'effet miroir ?
Alors, l'effet miroir, c'est un concept psychologique qui est largement tiré des travaux de Carl Jung sur la projection et qui suggère que nos interactions avec les autres agissent comme un révélateur de notre propre monde intérieur. Ce phénomène va se manifester quand on projette inconsciemment sur les autres des aspects de nous-mêmes, donc des qualités, des défauts, voire des peurs, que nous n'avons pas encore pleinement acceptés ou reconnus en nous. Donc selon cette théorie, une réaction émotionnelle particulièrement intense face au comportement de quelqu'un, qu'il s'agisse par exemple d'une profonde irritation ou à l'inverse d'une admiration excessive, ça sert de signal. Ça veut dire que l'autre ne fait que nous renvoyer le reflet de notre propre ombre ou de nos besoins enfouis, nous offrant ainsi une opportunité d'introspection et de connaissance de soi. Donc ça, c'est l'effet miroir. Le transfert, initialement, c'est une notion plus spécifique à la psychanalyse. Donc c'est le fait de déplacer sur une personne, souvent le thérapeute, des sentiments, des désirs ou des conflits qui s'adressaient autrefois à des figures centrales de notre enfance, le plus souvent les parents. Avec le transfert, on rejoue toujours une relation passée. Et ce que j'observe et partage du coup, c'est que cela dépasse le cadre thérapeutique, contrairement peut-être à ce que disaient certains psychanalystes, et se rejoue dans notre quotidien, dans d'autres relations, donc notamment parce qu'on cherche partout un parent, un sauveur. Pour moi, c'est une notion qui est intrinsèquement liée à ce que je découvre sur Chiron. Et alors l'effet miroir, pour moi, et pour répondre à ta question, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est plus large et je dirais quotidien. Ça va être le fait de voir chez l'autre un trait de caractère qui nous appartient mais qu'on ne veut pas avoir en nous. C'est la projection de notre propre matériel psychique, donc c'est pas forcément en lien avec une relation souffrante du passé. Je pense que cet effet miroir, il est plutôt à rapprocher des lunes noires et plus généralement du coup de ce que Jung appelait l'ombre. Ensuite, Flavie demande comment faire pour connaître les carrés de Chiron. Je n'ai pas de logiciel ni d'éphéméride. Allez, je vous fais une petite démonstration, en tout cas sans logiciel ni éphéméride particulier, juste en utilisant le site astro.com. Regardez plutôt. Donc vous allez sur astro.com. Voilà. Ensuite, vous pouvez le mettre en français si c'est plus facile pour vous ici en haut. Vous allez dans le menu, horoscope gratuit, carte du ciel calcul, carte du ciel diverses. Voilà. Alors là, en fait, on va vous demander de créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte, donc ça m'amène déjà sur mon compte. Vous allez vous débrouiller pour rentrer dans le menu et puis rentrer du coup les données astrologiques de naissance. Et une fois que vous êtes là, donc vous avez tout un tas de menus, tout un tas de choses que vous pouvez programmer et personnaliser. En l'occurrence, on cherche donc le premier carré de Chiron. Je prends mon thème puisque c'est celui que j'ai utilisé pour les exemples sur Chiron. Pour trouver le premier carré de Chiron, je sais que je suis née en 1990 et donc que le premier carré est arrivé après ma naissance, logiquement. Donc je peux partir en admettant, on est quoi là? On est le 19 janvier, donc je garde le 19 janvier et je vais tester, je vais chercher en fait. Donc je vais regarder par exemple en 1995, le 19 janvier, où était situé Chiron. Je vais simplement afficher la carte, ici je mets transit, et là je regarde les transits en vert autour de mon thème natal. Donc là, en 95, mon Chiron, il est sur la fin de la Vierge, donc il n'est pas encore sur la fin de la Balance, donc c'est pas encore mon premier carré, a priori. Et voilà, et je vais continuer à chercher comme ça jusqu'à le trouver. C'est un moyen qui n'est pas hyper pratique, mais c'est un moyen comme un autre. Vous voyez, là, 97, j'étais rentrée dans le début du Scorpion, donc je peux passer fin 96 pour voir. Et vous voyez, fin 96, clac, je tombe sur mon premier carré de Chiron. À peu près, puisque Chiron va faire des allers-retours, va faire des rétrogradations, et donc c'est une période qui peut durer plus ou moins longtemps. Donc voilà, peut-être qu'il doit exister des sites où c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un transit particulier, certainement des logiciels aussi. Moi j'avoue, je me suis vraiment habituée à cet outil, astro.com. Je navigue très bien dedans. Quand j'ai besoin d'une info, j'ai pas de mal à aller chercher, à y passer 5 minutes avant de trouver une date exacte si besoin, et ça me va très bien comme ça.
Chaperon me demande donc Chiron chez mon fils est conjoint au soleil natal, est-ce que ça peut être une blessure en lien avec le père? Alors oui, ça peut, mais c'est pas obligé. Plus généralement, je dirais que la blessure est en lien avec la notion de ressourcement, parce que pour moi, le soleil, c'est principalement le lieu où on est nourri, où on se ressource. Un chiron dessus, ça peut indiquer une blessure qui mène à un récit du type je ne dois pas me reposer, m'arrêter, faire ce que j'aime, car, trois petits points, et ce qui suit dépendra du placement en maison, signe. Et c'est vrai que souvent, dans l'histoire des gens, c'est quand même le père, le castrateur, qui vient mettre des limites au ressourcement. Un simple non, tu joueras à la console après avoir fait tes devoirs, marteler tous les soirs pendant 10 ans, ça peut suffire, si je caricature un peu. Et un chiron conjoint au descendant, ça peut être interprété de deux manières. Soit comme un chiron placé en maison 6, mais qui va rencontrer des difficultés dans le lien à l'autre, donc avec le descendant, soit comme un chiron en maison 7. Donc à toi de voir la description de chiron en maison qui te donne le plus de frissons. Alors pour ce qui est des questions de Rafi, donc il y en a deux, je crois, oui, qui ont trouvé réponse, et il y en a une qui vient élargir la question précédente. Comment interpréter les planètes qui sont conjointes à Chiron? Donc dans la majorité des cas, je dirais que les transits de la planète en question vont être assez importants dans la vie de la personne. Là, le premier exemple auquel je pense, c'est si Chiron est conjoint au nœud lunaire, donc nœud nord ou nœud sud, alors les cycles des nœuds lunaires prennent une importance capitale pour la personne. Pas forcément plus capitale que les autres, mais en tout cas plus visible, plus consciente, plus majeure, a priori. Ça peut aussi vouloir dire qu'on devient un individu autonome et accompli qu'après avoir complètement dépassé la blessure chironienne. Ce qui n'est pas, là, pour le coup, une loi universelle, puisque la majorité du temps, en effet, on peut mettre de la conscience sur la blessure, puis apprendre à vivre avec, sans forcément réussir à la guérir. Un nœud nord ou un nœud sud conjoint Chiron, ça peut être plus exigeant là-dessus. Et d'ailleurs impliquer une sorte de jeu d'ombre un peu plus conséquent où on va se raconter des histoires en pensant être sorti de notre névrose, alors qu'en réalité, on continue à l'alimenter de plein fouet. Pour tous les astres personnels, donc le Soleil, Vénus, Mercure, Mars et Lune, les cycles n'auront pas forcément une importance aussi marquée que sur les nœuds. Par contre, ce que représente l'astre conjoint à Chiron, ici, pourra être visiblement blessé. Exemple, parce que les exemples, je crois, parlent toujours mieux que la théorie. Un Chiron conjoint à Mercure peut tout à fait donner un problème en lien avec le langage ou une difficulté d'apprentissage. Et tout l'enjeu, ça va être justement de prendre conscience que cette blessure mercurienne n'est pas constitutive de qui nous sommes et qu'on peut la dépasser et devenir autre chose que le récit de blessure qui y est associé. Pour tous les astres transpersonnels, donc Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune et Pluton, là pour le coup, les cycles ils deviennent vraiment importants, plus importants que pour les personnes non concernées par de telles conjonctions. Et tu as raison de pointer l'idée selon laquelle une conjonction peut à la fois être à l'origine de la blessure, comme elle peut être à l'origine de sa guérison. Il s'agira souvent de changer d'angle de vue d'ailleurs, de changer de perspective. Comme le disait Einstein, alors j'ai plus la citation exacte en tête, mais l'idée c'est on résout pas un problème en restant dans le même contexte que ce qu'il a créé. L'idée c'est la même ici. Si Chiron est conjoint à la Lune par exemple, il est probable que la résolution se trouve en allant chercher son octave supérieure qui est Neptune. Si Chiron est conjoint à Pluton, de la même manière, peut-être que la résolution se trouve en allant chercher son octave inférieure qui est Mars, etc. Tout cela est symbolique dans la manière dont je le dis, mais ça correspond à des comportements et à des agissements psychologiques qui sont pour le coup tout à fait perceptibles. Par exemple, quand je dis passer de la Lune à Neptune, si je traduis en des termes non symboliques, ça peut correspondre au fait de sortir de son drame émotionnel singulier, la Lune, pour prendre conscience que l'on est toutes et tous traversés par les mêmes émotions, Neptune, et ce, peu importe notre vécu et notre histoire. De la même manière, passer de Pluton à Mars, c'est sortir de l'idée que l'on est victime d'un enfer lié à une forme de déterminisme, Pluton, pour retrouver à initier les choses et ne plus subir le simple cours de l'existence, Mars. C'est ce mouvement que je vous invite toujours à effectuer avec l'ensemble de mes partages d'ailleurs. Utilisez le langage symbolique pour passer à votre propre langage intérieur.
Alors Natacha, tu demandes, étant ascendant Capricorne, Saturne est-elle ta trotteuse? Et si oui, ces transits ne sont-ils pas décuplés te concernant? Alors oui, j'ai théorisé ce que j'entends par trotteuse dans une des vidéos sur Chiron, je crois la cinquième. Et non, du coup, pour répondre à ta première question, Saturne n'est pas ma trotteuse c'est Uranus. Pourquoi? Parce qu'elle est conjointe à mon ascendant depuis la maison 1. J'ai Saturne en maison 1, toutefois, en Capricorne, et puisque mon ascendant est Capricorne, Saturne est ce qu'on appelle traditionnellement le maître de mon thème. En gros, le maître du signe de votre ascendant, c'est le maître de votre thème. Donc là, c'est vrai que sa force est décuplée chez moi, puisque Saturne est en plus en domicile en Capricorne et en plus dans ma maison 1, ce qui fait, oui, que je suis particulièrement habitée par ce qu'il représente. Je dirais que c'est plutôt cet ensemble-là qui rend ces transits décuplés dans mon histoire. Mais après, comme je l'ai précisé aussi pendant les partages vidéo, là, ce qui a renforcé la difficulté du parcours, je crois que c'est surtout la présence de Pluton dans ma maison 1. Donc tout ça cumulé donne en effet cette impression de prendre les vagues de plein fouet alors que je savais qu'à peine nager. Et du coup, je rappelle brièvement l'intérêt de la trotteuse. Donc la trotteuse, pour moi, c'est l'astre éventuel, parce qu'on n'est pas tous concernés, qui, depuis la maison 1, est le plus proche de votre ascendant. Mais tout le monde n'en a pas, et c'est pas grave. C'est ok de pas avoir de trotteuse, quoi. La trotteuse, elle va donner des indications assez dingues, par contre, quand on suit ces transits, sur l'état d'avancement de l'individuation d'une personne, c'est-à-dire sur son cheminement vers elle-même. Je pourrais refaire une vidéo exclusivement là-dessus, si ça vous intéresse, vous avez qu'à me le dire en commentaire. Et alors, Régine Cramoisy nous dit « Est-ce que tu penses que les personnes qui ont les mêmes blessures se reconnaissent, se cherchent ? En gros, est-ce que malgré nous, on s'entoure de personnes qui nous rassemblent et peut-être du coup peuvent comprendre, dans le meilleur cas, ou nourrir, dans une relation pas ouf, notre névrose ?» Ça rejoint un peu la question sur l'effet miroir de tout à l'heure, et donc la notion aussi de transfert. Et spontanément, j'ai envie de répondre oui, dans la mesure où pour réparer notre névrose, ou en tout cas la blessure qui la sous-tend, on va chercher immanquablement, par le biais du transfert, des protagonistes qui vont venir nous réparer. Inconsciemment, alors, on flaire les personnes qui pourraient relever le défi. Et même chose avec les personnes qu'on pense pouvoir sauver, guérir, pour justement valoriser le côté guérisseur de notre Chiron, bien sûr. Alors c'est peut-être à mettre en lien avec la notion de compatibilité qui m'intéresse de plus en plus par ailleurs. Les synastries, pour ça, c'est vraiment génial. C'est assez dingue de voir les liens qu'il peut y avoir entre le Chiron de l'un et de l'autre dans une relation. Et donc oui, on cherche instinctivement des partenaires ou des amis qui vont nous permettre de rejouer la scène originelle. Donc c'est ce qu'on appelle en psycho la compulsion de répétition. Donc inconsciemment, on sent chez l'autre soit un miroir, quelqu'un qui a la même blessure, alors on se comprend parfois sans se parler, et alors là, la fusion, elle peut être hyper intense, voire carrément destructrice. Ou alors on voit chez l'autre un complémentaire, donc quelqu'un qui va incarner l'agresseur ou le sauveur de notre histoire passée, pour tenter cette fois d'obtenir une fin différente à cette histoire. Je vais prendre un exemple tout bête. Je pense à quelqu'un... Enfin, tout bête, c'est pas un exemple tout bête, c'est une étude de cas en l'occurrence. Je pense à quelqu'un, on va l'appeler Isabelle, une femme très très ancrée à gauche, on va dire, et qui affirme ne jamais pouvoir fréquenter quelqu'un qui vote à l'extrême droite, car ces personnes la dégoûtent. Donc elle pense que c'est une question de valeur, mais en thérapie, on découvre que c'est une question de structure. Au terme de l'échelle émotionnelle, on découvre que son grand-père, une figure d'autorité rigide et conservatrice, a laissé en elle une blessure de rejet et d'oppression. Donc quand Isabelle, elle croise la caricature de l'électeur d'extrême droite, elle voit pas un individu complexe derrière ça, elle voit l'ombre de son grand-père, donc elle projette son besoin de révolte sur lui. Et si elle reste dans sa névrose sans le savoir, elle risque deux scénarios. Le premier, ça va être une sorte d'évitement systématique où elle va restreindre en fait son monde pour jamais être confrontée à son propre conflit non résolu. Et le deuxième, c'est une attraction inconsciente, ce qui lui arrivait beaucoup. C'est-à-dire qu'elle finit par tomber amoureuse d'un homme qui, sous des dehors un peu, on va dire, progressistes, exerce la même autorité étouffante que le grand-père. Donc leurs blessures à eux deux, elles sont jamais reconnues. Lui, il a besoin de dominer pour se rassurer, alors qu'elle, elle a besoin de lutter contre un dominant pour exister.
Et je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple que je retrouve assez souvent au cabinet, des cas comme Isabelle, en fait, des personnes qui se mettent en couple avec des mecs, en l'occurrence, qui semblent être des gars bien de gauche, mais qui sont en réalité hyper dominants, voire violents dans la relation intime. Et c'est là que les synastries sont fascinantes, parce qu'on remarque souvent dans ces cas-là que le chiron de l'un vient toucher le soleil, la lune ou l'ascendant de l'autre. Donc le risque, c'est de nourrir la névrose, de s'installer dans un duo infirmier-patient où personne ne guérit vraiment, car chacun a besoin que l'autre reste blessé pour garder son rôle dans son histoire. Et l'opportunité, c'est ça bien sûr qu'on va essayer d'aller chercher en thérapie, c'est d'utiliser la relation, si je peux dire ça comme ça, comme un laboratoire de guérison. Et donc on reconnaît que l'autre n'est pas le bourreau original, mais juste un catalyseur qui nous montre où nous avons encore mal. Donc non, voilà, clairement, on ne s'entoure pas de personnes qui nous ressemblent par hasard, je crois. On s'entoure de personnes qui, si je peux dire, vibrent à la même fréquence traumatique, soit pour s'y complaire, soit pour enfin transcender la blessure. Et Natacha demande, doit-on prendre en compte les transits de notre thème natal ou du thème progressé ? Alors dans un premier temps, je dirais les deux. Avec le thème progressé, on est dans le pur moment présent de la psyché, ce qui, en termes d'expérience, est quasiment impossible à expérimenter. On est forcément toujours en lien avec notre thème de naissance, ne serait-ce que par l'histoire qu'on se raconte de qui on est. Donc réussir à vivre à fond dans son thème progressé, c'est un défi qui, je pense, ne pourra être réalisable qu'une fois qu'on aura complètement résolu toutes nos névroses occidentales. Car quand bien même on fait le travail sur soi personnellement, et donc qu'on dépasse notre névrose individuelle, on reste coincé dans un système collectif carrément étouffant, j'en ai parlé au début, qui nous force par exemple à travailler pour subvenir à nos besoins, etc. Donc on n'est jamais vraiment libre et on ne peut jamais réellement vivre selon notre moment présent et donc selon notre thème progressé. Toutefois, moi je remarque que prendre en compte les deux thèmes, ça permet déjà pas mal de libération. Moi, j'essaie personnellement de me référer de plus en plus à mon thème progressé pour comprendre mes véritables besoins, plutôt que de me baser sur des besoins qui finalement appartiennent à la version blessée de moi-même. Mais bon, là, on arrive sur des choses assez complexes auxquelles je n'ai finalement pas de réponse, tant c'est un chantier à découvrir, et je crois que l'humain n'en est pas encore arrivé là dans son évolution. Il va déjà nous falloir résoudre cette problématique du verso, l'individuation collective, avant de réussir à devenir des versions actualisées, je vais dire ça comme ça, de nous-mêmes. Et alors ensuite, j'ai un immense commentaire de Marie avec plein de questions hyper passionnantes. Je réponds à une question qui m'apparaît comme, on va dire, importante. Est-ce que pour toi, la psyché suit les mêmes lois que celles du corps physique ? Et alors, en fait, pour répondre à cette question, je vais simplement lire la suite de ton commentaire qui, pour moi, est une superbe réponse. Je pense à la loi de l'homéostasie. Tout être vivant cherche à retrouver son équilibre, à vivre. On est encore dans un monde où l'on croit que la maladie nous tombe dessus par hasard, alors que, peut-être, la maladie arrive pour donner un peu plus de temps au corps afin de trouver une solution au problème, parfois même à un problème dont on n'a pas conscience. D'où l'importance d'aller chercher au fond de soi et dans sa psyché. Pour moi, on ne combat pas une maladie, on essaie de la comprendre et on trouve la solution. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est le principe du décodage biologique ou de la somatisation. Je sais que c'est beaucoup décrié, mais je trouve qu'il y a une logique de vie incroyable dans cette vision. Je ne pense pas que la vie se laisse mourir comme ça. Elle veut se perpétuer, elle donne tout pour survivre, pour ensuite vivre pleinement et créer encore de la vie. Malheureusement, elle peut créer des maladies psychiques ou physiques handicapantes, mais j'ai la conviction que c'est une façon de nous garder en vie. On voit bien que la vie se fout de nos états d'âme, elle est focus, et tout ce que tu dis va dans ce sens, enfin je trouve, mais c'est peut-être juste mon prisme. Ben non, c'est carrément ce que je pense. Et oui, moi ce que j'observe aussi bien en moi-même qu'au cabinet, c'est que c'est infiniment plus facile de rester dans une zone connue, quand bien même elle est souffrante, que d'oser aller dans nos lieux de désert intérieur. Et pourtant, le peu de fois où moi personnellement j'y ai mis pleinement les pieds, j'en suis ressortie avec plein de créations, avec un alignement total et surtout une paix sans nom. Et à la fin de ton commentaire, tu parles de courage et tu as raison de parler de courage parce que, in fine, il ne s'agit que de ça. Trouver le courage d'affronter nos peurs, nos blessures et même plus que ça, la peur ultime qui est l'angoisse de mort en fait. Et pour être honnête, j'ai traversé pas mal de ces angoisses ces derniers mois.
J'ai fait un cauchemar que j'ai envie de vous partager parce que voilà, ça peut illustrer déjà un peu ce à quoi peut ressembler justement l'exploration des lunes noires, puisque je suis en plein dedans là depuis quelques mois. Et donc ce cauchemar, en gros, je vais visiter ce qu'on m'indique être un bunker de milliardaires dans un désert. Et je descends de je sais pas combien d'étages en ascenseur, et la personne qui me guide me laisse toute seule entrer dans une pièce, puis elle repart avec l'ascenseur. Une fois dedans, dans cette pièce, je comprends assez vite que je ne pourrai plus en sortir. Et là, je découvre que les murs sont décorés par des espèces de grandes cuves dans lesquelles des corps morts sont maintenus dans un liquide verdâtre pour ne pas qu'ils se décomposent, j'imagine. Et j'y reconnais assez vite toutes les personnes qui ont compté pour moi, donc des personnes qui sont effectivement mortes, mais aussi des personnes desquelles je suis proche dans ma vie actuelle et qui donc sont toujours vivantes. Voilà, c'est une vision abominable et je n'ai absolument pas le choix que d'y faire face. Et si ce n'est ça, à côté, il y a tout ce qu'il faut pour vivre dans cette pièce, hein. Je sais pas, il y a une cuisine, un frigo rempli, de l'eau, beaucoup de confort. Mais j'y suis complètement seule et je dois contempler mes morts en permanence puisqu'ils habitent mes murs. Et je comprends surtout que je vais être enfermée là pour l'éternité et que je ne peux pas mourir. Donc en fait, je viens juste de rencontrer mon enfer. Au réveil de ce cauchemar, je me suis réveillée dans une tristesse sans fond avec un sentiment d'absolue solitude. Et des rêves comme ça, j'en ai fait plein ces derniers temps car j'explore, comme je vous disais précisément, ces territoires blessés et aussi inconnus chez moi. Et comme mon chiron est en maison 7, mes peurs les plus obscures sont toujours en lien avec le manque de l'altérité et du coup la solitude intensive. Solitude que j'apprends donc à accueillir dans ma vie aujourd'hui, à la lumière de mes journées. Et en le faisant, je découvre quelque chose que je n'aurais pas soupçonné trouver, c'est-à-dire le bonheur de me mettre en lien, d'échanger avec toutes sortes de gens, et non plus exclusivement des gens qui peuvent venir combler un truc en moi ou vice-versa. Aussi des personnes très différentes avec qui je peux goûter à quelque chose d'autre que ce qui est blessé en moi. Donc après le courage, je dirais, vient la curiosité, un peu comme celle de l'enfant insouciant qui découvre en permanence et qui touche à tout pour le plaisir de l'expérience. Et la vie, ça peut redevenir une sorte d'amusement, quoi. Alors moi, j'en suis vraiment qu'au balbutiement, je vois juste à quoi ça peut ressembler, mais ça prend de plus en plus de place depuis que justement j'ai plus peur de regarder la solitude, qui est mon enfer, en face. Allez voilà, ça répondra certainement pas avec exhaustivité à vos questions, mais c'est ce que j'avais à vous donner cette fois-ci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les laisser en commentaire ou bien même à me les envoyer par mail, et dès qu'il y en aura à peu près une dizaine comme cette fois, je prendrai le temps de refaire un format FAQ. À bientôt!